avec un marteau, je peux construire une maison. Avec un marteau, je peux me faire mal et je peux faire mal à quelqu'un. Alors, il faut faire attention. Dire qu'on peut utiliser un algorithme, on peut utiliser un outil, un API, et puis créer des billets sans s'en rendre compte. L'IA n'est pas une finalité. L'IA est un outil. Continuer dans ses intérêts, mais aussi avoir un intérêt à comprendre comme utilisateur, devenir un utilisateur averti des technologies émergentes. Le livre, à la base, parle de persévérance et de résilience. Ouais. Donc, je parle aussi de mes échecs. Bienvenue à Confession de leader, où je m'assois avec des dirigeants, des dirigeantes les plus influentes de nos jours. Ensemble, on explore les hauts, les bas, les vraies histoires qui fait qu'on peut leader avec authenticité, intention et impact. Plongeons dans Confession des leaders. Je suis vraiment contente que tu sois là au micro de Confession de leader pour plein de raisons. Un, parce que comme femme, t'es extraordinaire. Ton parcours est fabuleux. Mais ton expertise est définitivement vraiment comme tellement pertinente en ce moment sur comment on navigue l'intelligence artificielle comme leader. Merci Alors, pour cette invitation. Vraiment excitée puis contente que tu sois là. Très contente d'être ici. Super. J'aimerais ça commencer par ton parcours parce que tu es née à Québec de parents cambodgiens, donc des réfugiés. Une réalité vraiment particulière. Puis tu as su naviguer, trouver ton sweet spot très tôt, malgré ces défis-là. Alors, je veux t'entendre sur c'était quoi les défis d'être à Québec, de parents qui n'étaient pas originaires d'ici, avec les enjeux de la langue, puis comment tu as trouvé ton chemin? Mes parents sont arrivés en 83 à cause, dans le fond, du régime des Khmers rouges. Et puis, ils ont traversé un pays à pied, du Cambodge. Ensuite, on a reçu de l'aide internationale. Et puis, mes parents ont été shippés à Québec. Donc, au moins, c'était pas si pire. C'était printemps, été. Oui, pas en plein mois de janvier. Exactement. Et puis, je suis née plus tard. Et moi, je suis née en pleine tempête d'hiver. J'avouerais que ma réalité était tout à fait normale, où est-ce que j'habitais dans des édifices, où est-ce qu'il y avait beaucoup de monde différent. Et il y avait aussi la diaspora cambodgienne. Plus tard, j'ai su que c'était des édifices à faible revenu, des HLM, des blocs. Ensuite, lorsque j'ai déménagé de Québec à Longueuil, là, lorsque je suis allée à l'école, je suis allée en maternelle et puis, pour moi, il fallait que je copie les gens. Ah oui. Et plus tard, en première ou deuxième année primaire, ils se sont rendus compte que j'avais des enjeux scolaires. Donc, ils se sont dit, pourquoi un enfant de 7 ans copie à cet âge-là. Donc, ils croyaient que j'avais des retards d'apprentissage pour finalement se rendre compte que je parlais juste pas le français. Puis, il y avait juste une langue autre que le cambodgien que je me sentais à l'aise. Et puis, c'était la langue universelle des mathématiques. Oui, c'est ça. Rapidement, tu as su que c'était quelque chose qui t'intéressait, les maths. C'était logique, c'était simple. Ouais. Pour moi, c'était le français à cette époque-là, c'était très difficile. Toutes les exceptions, les si qui mangent les raies, les bails, les beaux, les mal, les mots, c'était complexe. Donc, les mathématiques, c'était toujours logique, c'était toujours les mêmes règles. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi, je suis pas pire en mathématiques. Alors, je me suis dit, j'aimerais ça devenir mathématicienne. Puis, à 11 ans, tu commences ton bénévolat. Oui. Alors, quand je dis que tu es une femme exceptionnelle, c'est ce que je veux dire. Pour moi, c'est un des exemples. Tu te retrouves quand même dans un environnement qui n'est pas le tien. Tu apprends le français à partir de 7 ans. Donc, 4 ans plus tard, il y a une pulsion pour faire du bénévolat. Ça se présente comment? J'allais dans une école publique, une école qui n'a pas nécessairement beaucoup d'accès. Je vais le dire de cette manière-là. Et puis, c'était dans un coin défavorisé. Donc, on n'était pas obligé de faire du bénévolat au primaire. Et puis là, il y avait une de mes amies qui a dit « Ah, j'ai entendu dire qu'on pouvait faire du bénévolat. » Finalement, de toute l'école, on était seulement 2, elle et moi. Donc, Nicole et moi, qui a décidé de faire du bénévolat. Et donc, on était dans un autobus, c'était le week-end, et toutes les autres élèves étaient dans les écoles privées. Mais je ne comprenais pas encore qu'est-ce que ça voulait dire. Oui, c'est ça. Donc, c'est là que ça a commencé. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, programme international, école privée, école publique. C'était
même si on me disait que c'était des meilleures écoles, je comprends pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire autre que ça. Oui. Comment ça nourrit la leader que tu es aujourd'hui, ton expérience? L'école publique? Oui, l'école publique, ton parcours, les prises de conscience qui ont eu lieu en cours de route, tu sais, de réaliser qu'il y avait des écoles privées, des écoles publiques, alors que toi, ton parcours, ce que tu as vécu, c'était la norme, c'est ça que tu vivais. Mais là, quand on est confronté à d'autres réalités, c'est là qu'on commence à se comparer. Comment ça nourrit la leader que tu es aujourd'hui? La diversité. En fait, une façon de penser qui est différente, une provenance différente qui amène une diversité de pensée et de parcours, autant que je peux comprendre le côté de la diversité socio-économique, minorité ethnoculturelle, de genre, au niveau du domaine d'expertise, etc. Je crois que ça m'a amené beaucoup pour la représentativité, mais aussi les réflexions face à mon domaine en intelligence artificielle, lorsqu'on veut s'assurer également qu'il y a une diversité de pensée et de parcours au sein algorithmique pour s'assurer qu'il y a le moins de biais possible. Donc, ça te sert vraiment de façon directe, non seulement comme leader dans ton organisation, tu es chez Deloitte, avec tes clients, mais dans ton champ d'expertise pour t'assurer qu'il y a cette diversité-là. Comment t'en es arrivé justement à t'intéresser à l'intelligence artificielle? Déjà au primaire, je savais que j'aimais les mathématiques. Et puis, c'était vraiment au secondaire qu'il y a eu le déclic lorsque mon prof de mathématiques m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. Et j'ai dit que je voulais être mathématicienne. Puis il m'a dit, dans quel domaine? Ouais. En fait, je comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. J'ai dit, mathématicienne. J'avais aucune idée c'était quoi des domaines. En maths, c'est comme de dire, je vais aller dans santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, c'est venu plus tard. Donc, j'ai toujours gardé à l'esprit que je voulais devenir mathématicienne, étudier en maths. Mais ensuite, c'est plus tard que j'ai vu les branches en mathématiques. Et donc, de fil en aiguille, en maths, à l'Université de Montréal, on apprend aussi la programmation. Et donc, programmation, mathématiques, éventuellement au travail, j'ai appris à coder, faire du machine learning, de l'apprentissage automatique. Et puis, c'est comme si j'avais eu un rebranding gratuit de mon emploi qui a passé de mathématicienne à un moment donné, on nous a appelés des analystes en BI, des analystes en analytique avancée, à des scientifiques de données, à experts en AI. D'ailleurs, je t'écoute, puis je pense au titre de ton prochain livre, parce que tu as écrit un livre, tu vas le lancer très bientôt, et ça s'appelle « Coder son destin ». Alors, c'est vraiment comme le mariage de ce qu'on est en train de discuter, qui est ton histoire, coder son destin. Pourquoi ce livre-là, puis qu'est-ce qu'on y apprend? Oh, Lord! Ça m'a pris 5 ans avant de décider de me lancer dans ce livre-là, dans ce projet. Je vais l'appeler comme ça, ce projet de livre. J'étais pas à l'aise, puis même encore maintenant, je suis pas 100% à l'aise. Je trouve que c'est très... Je me sens vulnérable. C'est ouvrir aussi sur mon parcours. Mais qu'est-ce qui arrivait, c'est que ça fait à peu près 10 ans que je fais des conférences en intelligence artificielle, puis on me demandait souvent les mêmes questions. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour arriver où est-ce que je suis, de faire partie des conseils d'administration, mon emploi, le bénévolat, etc. Donc, de fil en aiguille, de recevoir tout le temps les mêmes questions, c'était là que je me suis dit, peut-être que ça vaut la peine de faire un livre. Et puis ensuite, je me dis, j'ai pas le parcours de Kamala Harris, de Michelle Obama, mais c'est correct parce que en recherchant aussi des livres, c'est de se dire, tout le monde a son parcours. Oui. Tout le monde a son parcours. Puis je m'en souviens également où est-ce que je recherchais de l'information sur des personnes qui me ressemblaient un peu plus, mais pas toujours parler du génocide et des traumatismes, qui est important. Mais qu'est-ce qu'il y en est après? C'est quoi l'ascension? Il y avait très peu de livres nord-américains ou même européens sur le sujet. Alors, je me suis dit, tu sais quoi? Why not? Puis ton exemple est tellement d'ascension, justement, est tellement intéressant. Comment ton passé nourrit ces ambitions-là que tu as? Tu as parlé de conseil d'administration, tu as parlé justement de l'impact que tu as auprès de tes clients, dans la communauté. Comment ce passé-là nourrit
ton ambition? Mes parents m'ont montré à un très jeune âge le partage, la communauté, la collaboration. Donc, on est arrivé ici à cause que quelqu'un a donné au suivant, parce qu'il y a des gens qui se sont battus. Mais aussi, j'ai vu mes parents donner à d'autres personnes. Donner à d'autres personnes qui ne connaissaient même pas. Et lorsque je parle de communauté, c'est plus que la communauté cambodgienne. Et puis pour moi, ça faisait partie intégrante. J'ai vu mon père ramasser des fonds pour construire des écoles, etc. Mes parents offrir et apprendre à pêcher à la place de donner un poisson, ce qui prend beaucoup plus de temps. Donc, je dirais que ce côté-là m'habite et une partie intégrante, c'est représentatif de mes valeurs et de mes principes. Donc, je dirais que c'est de cette manière-là, de fil en aiguille, que je me suis dit, à travers le bénévolat, le conseil d'administration, que la plupart du temps, je ne reçois pas de fonds, c'est purement bénévole, et même à travers de l'organisme à but non lucratif Héros de chez nous que j'ai créé pour l'éducation des jeunes en intelligence artificielle au Québec. Tout ce volet-là, c'est fait de façon bénévole. Et aussi, au niveau du travail, en tant qu'associé en intelligence artificielle et données chez Deloitte, mais c'est vraiment comment est-ce que je peux aider les organisations à intégrer l'intelligence artificielle et aussi de manière responsable. On va en parler de l'intelligence artificielle, évidemment, dans quelques instants, mais toute cette notion des jeunes, pour toi, c'est hyper important. Tu as parlé de ton organisme. Tu as une web aussi, comment on appelle ça? Une web-série. Une web-série, oui. C'est ça. Ton intention derrière ça, c'est les jeunes, c'est les filles en particulier, parce que je sais que ça touche beaucoup les filles. C'est quoi ton intention derrière ça? À travers Héros de chez nous, on a développé la web-série éducative Post-Techno-IA, les métiers du futur, qui est disponible sur Télé-Québec en classe et TFO IDELO. C'est gratuit. Sur Télé-Québec en classe aussi, il y a des guides pédagogiques gratuits. Le but était d'aller voir le plus grand nombre possible de jeunes à travers le Québec et donner ces formations-là, éduquer, sensibiliser, démocratiser la littératie en intelligence artificielle et en STEM. Puis on voulait que ça soit fait de façon gratuite. STEM étant les sciences, technologies. Exact. Je connais en anglais, mais en français. Ingénierie. Mathématiques. Mathématiques, merci. Oui. Et puis ce volet-là, je considère qu'il est extrêmement important auprès des jeunes. Puis je voulais pas juste les jeunes proches de la métropole, c'était aussi important de le faire dans les régions éloignées, d'où la web-série. C'est autant pour les filles que les garçons. On est beaucoup au niveau secondaire parce que c'est là qu'on doit faire les premiers choix. Est-ce qu'on continue l'école? Exactement, on va en sciences, on fait un DEP, une attestation d'études collégiales, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on a remarqué à travers les ateliers et même les web-séries? Les profs nous disaient, avec la web-série et les guides pédagogiques, lorsqu'ils recevaient des questions directement des jeunes, ils se disaient, j'ai pas les outils pour répondre. Je sais pas comment répondre. On a besoin que Héros chez nous revienne directement en classe. On est parti en tournée scolaire. Et puis, c'est là qu'on a vu aussi des statistiques. Pour moi, c'était très important, le volet de... c'est data. Exactement, les data, les KPIs. Et puis, c'est là qu'on s'est rendu compte que avec les ateliers qu'on a offerts de démystification sur l'IA, les jeunes nous ont dit qu'ils ont appris non seulement des nouveaux concepts, mais aussi à l'aide des sondages, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'était que 67% étaient plus intéressés à potentiellement étudier dans le domaine des STEM, des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Dans un domaine scientifique, exactement. Alors que ça n'aurait pas été potentiellement leur premier choix. En fait, ça n'aurait même pas été un choix là, pour eux, le WELL. Ouais. Oui, donc on présentait l'intersection, par exemple, entre l'IA, les jeux vidéo, la santé, l'éthique, la fashion, les réseaux sociaux. Et de ce 67%-là, 71% étaient des filles qui étaient beaucoup plus intéressées que les garçons. Et puis... Alors qu'on sait que de façon générale, les filles sont moins nombreuses à aller dans des industries de STEM, justement. Statistiquement parlant, il y a moins de filles. Ça évolue positivement, mais un jour, ça serait intéressant que ce soit, entre parenthèses, plus un sujet de discussion. Ça voudrait dire qu'on aurait atteint une équité, la parité.
Peut-être qu'on commence avec ça pour aborder l'intelligence artificielle plus en profondeur. Les jeunes. J'ai 2 garçons, 17 et presque 14. Puis là, on est dans les discussions, justement, du futur. Qu'est-ce qu'on choisit? Mm-hmm. Donc là, le plus vieux a décidé de continuer en sciences au collège. Mais une des inquiétudes que j'ai comme mère, c'est comment je les aiguille pour le futur, sachant que leur environnement va être complètement différent que l'environnement dans lequel moi j'ai évolué puis que j'évolue encore. Oui. C'est pas la même chose. Comment on fait pour aiguiller nos jeunes? Qu'est-ce qui va changer avec l'intelligence artificielle? Le contexte est déjà différent maintenant. Exact. Moi, je dirais, c'est toujours aller à la base. Quels sont leurs intérêts? Mm-hmm. L'intelligence artificielle, c'est transversal. Donc, si quelqu'un est intéressé à aller comme cultivateur, même au niveau de la santé, il y a de l'intelligence artificielle partout. Alors, ça serait de continuer dans ses intérêts, mais aussi avoir un intérêt à comprendre comme utilisateur, devenir un utilisateur averti des technologies émergentes, donc continuer à s'informer. S'il préfère aller sur YouTube et voir des vidéos, c'est très simple aussi. Et s'il y a l'intérêt aussi de devenir un développeur de ces technologies, un développeur de l'intelligence artificielle. Exemple, si son domaine, c'est le jeu vidéo, bien, il y a le volet du jeu vidéo avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est une intersectionnalité entre ces sujets. Quels jobs existeront plus là, dans 5 ans? Là? Je ne suis pas capable de dire quel job ne va plus exister, mais ce que je suis capable de dire, c'est qu'il y a des tâches et des activités qui sont optimisées. Exemple, si je me dis que je veux écrire un courriel, puis c'est un courriel qui prend du temps, qui est sensible, qui demande de la recherche, bien, je vais utiliser de l'IA générative pour m'aider. Je ne vais pas faire un copier-coller parce qu'il y a aussi cette sensibilité-là à mon contexte que même si, par exemple, je fais du prompt engineering, ça ne va pas être assez. Cependant, je vais utiliser puis le modifier, le personnaliser pour qu'il soit représentatif de ce que je veux. Les gens qui écoutent, là, ce sont des leaders, ce sont des gens qui gèrent des équipes, qui gèrent des entreprises, qui ont peut-être commencé, en effet, à utiliser l'intelligence artificielle, comme tu viens de le dire, les supporter dans de la rédaction de texte, faire certaines recherches, peut-être même utiliser l'intelligence artificielle pour faire des résumés de certaines diapos, bon, ainsi de suite. Mais comment on reste un leader humain, authentique, dans un environnement où l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place, puis va devenir un peu la norme, la réalité? Comment on garde notre sens critique dans un environnement qui, par définition, va être, j'ai juste le mot en anglais, shapé, mais vraiment construite avec l'intelligence artificielle? J'aime beaucoup faire l'analogie du cellulaire. Donc, je crois que les mots importants que tu as mentionnés aussi, c'est pensée critique. Je crois que la pensée critique doit être apprise à un très jeune âge. L'IA n'est pas une finalité. L'IA est un outil. C'est pour ça qu'elle est transversale, un peu comme un ordinateur, un peu comme un cellulaire. Donc, c'est de se dire aussi, quel est le cadre? Quel est notre encadrement face à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que je vais décider de faire seulement par un humain ou révisé par un humain? Donc ça, c'est nous, l'humain, qui la détermine. Puis ça, c'est un volet qui est extrêmement important. J'aime bien parler de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA, qui a été faite en concertation au Québec, non seulement avec l'académique, les organisations, mais aussi les citoyens. Espérons que le projet de loi C-27 va devenir une loi rapidement. Mais il y a des encadrements et il y a des principes pour intégrer l'IA responsable. Et ça, je crois que c'est un volet qui est extrêmement important et de s'assurer, si on utilise un outil, bien, on sait c'est quoi le périmètre. Ce périmètre-là peut évoluer dans le temps, mais il faut commencer à quelque part. C'est quoi les top 3 notions là, de ce projet de loi et comment ça peut nous aider? Je peux parler de la Déclaration de Montréal. Je ne suis pas avocate, donc je ne vais pas nécessairement aborder la loi sur l'intelligence artificielle et des données, mais il y a tout le côté où est-ce qu'on ne va pas être surpris par rapport à la transparence, par rapport au volet éthique, le volet de l'explicabilité, la robustesse, protection de la vie privée, etc. Donc, moi, j'appelle ça, là, grosso modo, de représenter les lois de l'homme avec un grand H, donc les droits de l'humain. Oui.
OK. Puis quelqu'un qui commence à utiliser l'intelligence artificielle, qui nous écoute, quand on parle de transparence, quand on parle d'éthique, qu'est-ce qui devrait habiter nos pensées? L'analogie que j'aime beaucoup utiliser, c'est avec un marteau, je peux construire une maison. Avec un marteau, je peux me faire mal et je peux faire mal à quelqu'un. Mm-hmm. Alors, il faut faire attention. Donc, lorsqu'on parle de « faut faire attention », c'est de dire qu'on peut utiliser un algorithme, on peut utiliser un outil, un API, et puis créer des billets sans s'en rendre compte. Donc, c'est comme un guide d'utilisation. Est-ce que je suis allée m'informer pour savoir comment ça fonctionne? Est-ce que, si ce n'est pas moi nécessairement, aller se référer à d'autres personnes qui s'y connaissent aussi, à demander à des experts, mais aussi avoir autour de la table une diversité de pensées, de parcours, avoir des profils diversifiés pour s'assurer qu'il y a le moins de billets possible parce que le billet zéro n'existe pas. C'est ça. Puis donc, on a tous nos billets cognitifs, nos billets acquis même. L'intelligence artificielle, tu dis, dans le fond, a ses billets. Et comment on devient critique face à ces billets-là, c'est de s'assurer de faire preuve, ou en fait d'utiliser ce que moi j'appelle l'intelligence collective, en fait, c'est toutes ces différences de vue qui nous permettent de dire « Hey, on n'a pas pensé à ça » ou « Voici le biais qu'on y trouve là en ce moment ». C'est ça? Oui, puis ça serait aussi, par exemple, dans les bases de données, il peut y avoir des biais. À travers les personnes qui construisent ces algorithmes-là, on peut avoir des biais. On peut... dans le fond, mettre nos billets aussi dans les algorithmes. Donc, il y a plusieurs types de billets sur lesquels il faut faire attention. Oui. Qu'est-ce que tu vois comme le plus grand risque d'une mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle? Le plus grand risque, je dirais plus, les risques que je vois, c'est la discrimination. Par exemple, c'est déjà arrivé dans le passé où est-ce que lorsqu'on avait le volet de la reconnaissance par imagerie, c'est-à-dire au niveau des photos des passeports, puisque leur base de données n'avait pas beaucoup d'Asiatiques, mais à chaque fois, c'est un Asiatique qui disait que ça ne fonctionnait pas parce que les yeux n'étaient pas ouverts. Mais dans le fond, la morphologie, elle était différente, puis il n'y avait pas assez de données là-dessus. Donc, ça faisait en sorte que les personnes avec des yeux asiatiques, ça prenait beaucoup plus de temps pour gérer leur passeport. Wow. Ou tout simplement aussi avec les CV. Oui, c'est ça. On l'a déjà entendu, oui. Puis en même temps, c'est ce qu'on voit chez l'humain aussi, là, ce biais-là. Hein? On a déjà fait le test avec des CV, avec des noms masculins, féminins ou des noms d'origine différente. Mm-hmm. Était peut-être pas top of the list sur la sélection. Donc, ce que tu nous dis, c'est on n'est pas protégé de ces biais-là avec l'IA, au contraire, ou en tout cas, on aura toujours cette pensée critique à avoir puis cette éthique à garder en tête. L'encadrement est une chose qui est extrêmement importante, donc le périmètre, mais aussi de la gouverner. Quand on a défini c'est quoi le périmètre, il faut s'assurer qu'on la gouverne à travers le temps. Selon toi, la plus grande opportunité de l'intelligence artificielle pour un leader, mettons une leader, quelqu'un qui gère une équipe, qui gère une entreprise? Il y en a tellement, je pourrais être capable d'en dire un, mais il y a l'efficacité opérationnelle, il y a l'utilisation, par exemple, pour la formation continue. Ça dépend dans quel domaine est-ce que la personne œuvre. Est-ce que, dans le fond, je suis capable d'optimiser les tâches quotidiennes aussi? Par exemple, si la personne est au niveau de la santé, est-ce qu'on est capable de reconnaître plus rapidement certains types de maladies, de personnaliser également certains traitements? Je trouve qu'il y a tellement de choses qui peuvent être positives. Est-ce qu'on a optimisé notre transport pour réduire, dans le fond, notre empreinte carbone? Je crois que les possibilités sont tellement vastes. Il faut savoir aussi dans quel domaine est-ce qu'on œuvre. Souvent, ce qui arrive dans les organisations, les industries, c'est de dire « je comprends quels sont à haut niveau les outils qui existent présentement en IA. » Par exemple, ChatGPT de OpenAI, Gemini au niveau de Google. Mais comment est-ce que dans mon entreprise, je peux l'appliquer autre que le volet de l'IA générative? Ouais. Donc, il n'y a pas juste l'IA générative, il peut y avoir aussi des modèles de prédiction. Par exemple, c'est quoi les prédictions au niveau de tes ventes pour avoir, dans le fond, des décisions optimales, des meilleures prises de décision. Puis ça, c'est de l'apprentissage automatique, ça peut être du machine learning. Quelqu'un qui écoute aujourd'hui puis qui dit « je veux rester humain, je veux en même temps utiliser l'IA, mais ça veut optimiser mon leadership », as-tu 3 trucs à lui donner? La première chose, c'est
quels sont les objectifs stratégiques? Pas reliés à l'IA. Donc, je crois les objectifs d'affaires, par exemple. Les objectifs d'affaires. Oui. Souvent, ça arrive également que les gens parlent du diagnostic plus que de l'enjeu. C'est-à-dire, je donne un petit exemple, une analogie. Lorsque je m'en vais voir le médecin, je dis, je crois que j'ai, par exemple, un streptocoque, je crois que j'aurais besoin de tel médicament. Mais moi, je dis, laissons l'expert regarder. Finalement, écoute, on va dire que j'avais d'autres choses. Dans ce cas-ci, ça serait de se concentrer vraiment sur les enjeux de l'organisation. Donc, les objectifs stratégiques d'affaires. Et face à ça, quels sont les enjeux? Et puis, à l'aide de ces objectifs stratégiques, d'aller voir des experts pour voir comment est-ce que l'IA peut aider dans ces enjeux-là ou dans ces buts-là. Parce que, dans le fond, si tu me dis, écoute, ton enjeu est au niveau, par exemple, de l'efficacité opérationnelle ou du recrutement, voici comment l'IA peut aider dans ces types d'enjeux-là. Tes deux exemples sont vraiment super bons. Le recrutement, c'est un défi quand même important. Efficacité opérationnelle, croissance, s'assurer d'être local, d'être... Modèle de prédiction, par exemple. Voilà. Oui, modèle de prescription. Donc, prescrire selon qu'est-ce qu'on prédit. Prédire, c'est, mettons, demain ou dans une semaine, il va neiger. Prescrire, c'est, mettons, sachant qu'il va neiger dans une semaine, tu devrais porter ça. Puis par rapport au recrutement, alors, qu'est-ce que tu vois? Je suis curieuse parce que c'est sûr que c'est un des défis que j'entends le plus chez mes clients. Je crois qu'en termes de recrutement, il y a plusieurs volets. Comment est-ce que l'IA peut aider face au recrutement? Est-ce que ça va être certains ciblages? Est-ce que ça va être à travers certaines publicités? Mais aussi, c'est de dire comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas comment le dire en français, upscaling. Oui. Donc, la requalification au niveau des employés parce que l'IA, c'est nouveau. C'est nouveau pour la plupart des gens. Donc, que les gens comprennent qu'est-ce que c'est. Comme ça, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire éventuellement et quoi de mieux que les équipes qui savent qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Donc, tu nous dis, sachez c'est quoi vos enjeux stratégiques parce que l'IA pourrait y répondre, pourrait en tout cas être un moyen, un outil pour répondre à ces enjeux-là. Tu nous dis aussi, dans le fond, éduquer vos équipes sur l'intelligence artificielle pour voir comment justement optimiser l'utilisation. Et j'imagine que de ce fait, on optimise aussi le cadre avec lequel on utilise l'intelligence artificielle. Donc, on évite peut-être des erreurs si on donne un bon enseignement par rapport à l'intelligence artificielle versus on laisse les gens naviguer avec ça un peu on their own. Oui, il faut faire attention avec laisser les gens naviguer. Mais je crois que c'est important aussi de se dire, il faut faire attention lorsqu'on interdit, parce que c'est des outils qui sont publics, donc ils peuvent y avoir accès. Et je crois que c'est important aussi d'avoir un guide d'utilisation éthique, c'est-à-dire si on ne peut pas utiliser l'IA générative au travail, moi j'appelle ça, les gens ont des comportements créatifs pour optimiser. Donc, ils peuvent l'utiliser sur leur cellulaire. Alors, c'est préférable d'avoir un cadre qui explique et qui aide à l'utilisation responsable. Je veux revenir sur le concept de la créativité. Tu viens de le mentionner parce qu'une des croyances ou un des risques, c'est que l'intelligence artificielle peut nuire à notre créativité. Tantôt, tu as dit, si j'ai un courriel à rédiger, j'utilise l'intelligence artificielle comme appui, comme support. Comment, si je fais une recherche sur ChatGPT, par exemple, comment je maximise ce que je vais en retirer sans perdre ma propre couleur? Il y a plusieurs layers à ta question. Je vais essayer de répondre le mieux possible. Moi, j'appelle ça du prompt engineering, c'est-à-dire au niveau des requêtes, l'ingénierie de requêtes. Lorsqu'on cherche de l'information à être générée, par exemple sur Gemini ou ChatGPT, c'est de se dire, de donner un contexte, d'expliquer un peu, de donner ton information, comment tu écris, quel est ton rôle. Mais aussi, ce que je dis souvent, c'est écris tes phrases comme si tu écrivais du code. Donc, la logique de code, de programmation pour ceux qui savent programmer. Sinon, pour ceux qui ne savent pas programmer, donc écris vraiment ligne par ligne. Exemple,
je travaille dans une firme qui offre tel service. Voici mon public cible, je vais parler à des personnes entre 18 et 25 ans. Donc, aller vraiment un par un pour garder cette teinte-là lorsque ça va générer le texte, par exemple, que tu voudras. Donc, ça, c'est important parce que ça va amener ta couleur, mais en même temps, ça t'amène une autre structure de pensée. Avant, c'est de dire, tu commences à écrire, puis après, tu vas le changer, tu vas le relire, tu vas le changer. Maintenant, c'est de dire, voici comment j'écris. Structure mes idées, dans le fond. Exact. Avant même d'écrire le texte. Tu structures et puis tu peux le mettre directement dans ces outils d'IA générative, dans ces agents conversationnels-là pour, dans le fond, avoir une meilleure réponse. Donc, tu ne perds pas nécessairement ta couleur. C'est comme de dire comment est-ce que tu fais tes recherches sur un moteur de recherche. Puis là, les gens vont dire, il me semble que c'est loin, mais avant, c'était la même chose. Quand on a commencé à faire des recherches sur Google, c'était la même chose. Exact. Ouais. Avant, on n'avait même pas le droit d'avoir Google sur notre ordinateur de travail. Alors, ceux qui nous écoutent puis qui disent, OK, comment j'évolue comme leader? Comment j'optimise mon leadership? Tu sais, moi, ma job comme coach, c'est de les aider à exprimer leur plein potentiel. Un de mes outils, c'est l'alignement avec les valeurs qui sont leurs ambitions, puis s'assurer que les comportements représentent vraiment cet alignement-là. Comment j'utilise AI dans ce contexte-là pour les aider, mes leaders, puis ceux qui sont là, puis qui nous écoutent, ils se disent, OK, quel leader je deviens grâce à l'intelligence artificielle? C'est comme dire quel leader est-ce que je deviens grâce à un téléphone cellulaire. C'est juste un outil. Tu décides vraiment de tes valeurs, tu les appliques, tu les intègres comme tu veux. Est-ce que tu veux créer un encadrement pour ton équipe? Est-ce que tu veux avoir également une utilisation responsable? Est-ce que tu veux également avoir une gouvernance dans ton organisation? Donc, peut-être que pour l'instant, l'organisation n'a peut-être pas d'encadrement et pas de gouvernance. Éventuellement, c'est clair que tout le monde va en avoir. Donc, est-ce que tu veux commencer maintenant et prendre exemple de la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA ou même les principes qui ont été partagés par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Donc, ça, c'est possible. Il y a des grandes lignes. Ensuite, comment vous l'appliquez en organisation va évoluer dans le temps. Tes valeurs, c'est sûr que c'est l'éducation. Je me lance, là. Tu me diras si j'ai raison. C'est sûr que c'est l'éducation. C'est sûr que c'est le développement. C'est l'entraide. C'est quoi d'autre, tes valeurs? Je crois que c'est des valeurs... On dit souvent que c'est des valeurs très asiatiques, mais je crois que c'est plus que des valeurs asiatiques. Là, ça peut sonner... could ring a bell to a lot of people. Je crois que la famille, la communauté, honor. On entend souvent ça dans les films asiatiques, là, donc je dirais qu'il y a ce côté-là de honor, travailler fort, ouais. De travailler fort, hein? Ouais. Toi, t'as pas peur de travailler fort? Non, j'ai pas peur. J'ai vu mes parents travailler 7 jours sur 7, plus que 12 heures par jour. Ouais. Pour moi, c'est comme normal. Toi, c'est la norme, c'est ça? C'était quelque chose de... On le voit souvent, par exemple, puis même ici, c'est comme des personnes qui ont des champs. Donc, ils ont des terres, qui cultivent des terres, mais ces personnes-là vont travailler jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus. Donc, c'est normal. Puis, ils travaillent 5 jours sur 7. Et puis, les jeunes commencent aussi à un jeune âge de travailler. Dans ton livre « Coder mon destin ». Coder son destin. Coder son destin. Qu'est-ce que tu vois dans ton destin, justement, dans le futur pour toi? Coder son destin, dans mon destin, écoute, c'est une grande question, mais je dirais que ça ressemble... En fait, les valeurs sont les mêmes. Les valeurs vont toujours être les mêmes. Le côté de la communauté, de l'entraide, de la société, la collectivité va toujours être présente. Le côté d'aider les organisations va toujours être là et aussi les jeunes. Donc, je me vais continuer là-dedans. Je me vais continuer à m'épanouir et à découvrir de nouvelles choses aussi. On s'entend que c'est un domaine qui évolue sans cesse et la vélocité est impressionnante. Ça évolue de plus en plus rapidement.
Genre, écrire un livre, là, c'est comme tout un processus. J'en ai écrit 2, je sais. En tout cas, j'ai une idée de ce que c'est. Là. Chacun a son expérience, évidemment. Ça a été quoi pour toi? Tu as dit que ça t'a pris quand même 5 ans avant de décider de vouloir écrire. Oui. C'était quoi ton processus? Puis, ultimement, à qui s'adresse ce livre-là? Le processus, j'avais un chiffrier Excel. Mathématicienne en toi. Il fallait que ça soit un database, donc une base de données avec chaque chapitre, avec des sujets, avec un peu l'explication de qu'est-ce que ça allait être. Oui. C'est le côté de brainstorming qui allait aider à la conversation. Donc, tu sais, lorsque tu pitches un livre, moi, je me suis dit, écoute, il faut arriver puis il faut être préparé. Et puis, chaque chapitre, j'ai travaillé de cette façon-là avec beaucoup de chiffriers Excel, avec beaucoup de commentaires. Et puis, bien sûr, ça a été fait en collaboration avec KO Édition. Oui. Puis, je les remercie également pour leur écoute, leur sensibilité, leur patience. C'était tout un processus de faire ce travail-là, mais aussi d'être capable d'avoir ce côté émotionnel. Oui. Parce que je crois que j'ai une déformation professionnelle avec le temps. Lorsque je parle, mettons, aux organisations, ça va être succinct. Donc, une réponse courte, succincte et puis claire. Donc là, vu que je faisais en collaboration avec Mali Navia aussi, c'était de partager mes idées, mais c'était trop succinct. Donc, on me disait, bien, il faut donner plus de jus. Donc là, il faut mettre la chair autour de l'os. Exactement. Puis là, je suis comme, OK. Puis aussi, le thought process, le côté émotionnel. Moi, j'ai une échelle émotive que je classifie de 1 à 10 également. C'est également dans le livre. Mais le livre, à la base, parle de persévérance et de résilience. Ouais. Donc, je parle aussi de mes échecs. Ouais. Devant les jeunes, je parlais de mes échecs. Et puis, je parle encore de mes échecs avec eux. Et puis, c'est quelque chose qu'ils sont capables de s'associer à, parce que tout le monde vit des échecs. Et même au niveau professionnel. C'est rassurant, en fait, de savoir que nos gens, les gens qu'on admire, qui réussissent bien, ont des échecs. Oui, puis même au niveau professionnel, on en vit tous, mais on n'en parle pas vraiment. C'est quoi un de tes échecs dont tu parles dans le livre? Un de mes échecs, ça a été, par exemple, à l'université. Donc, j'ai toujours été j'ai été douée à l'école. Mais ensuite, à l'université, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie personnelle qui ont affecté mes notes. Puis, ça m'a dérangée. Donc, je voulais poursuivre après mon bac en maîtrise, mais mes notes ont été affectées, donc j'ai été refusée en maîtrise. Puis, il y a beaucoup de monde qui vivent cette situation-là d'être refusé dans un domaine scolaire qu'ils voulaient, premier choix ou deuxième choix. Et puis, je me suis dit, bon, OK, je vais vivre mon émotion. Et ensuite, je vais appliquer dans un autre domaine d'études, en même temps qui m'intéresse, mais aussi qui va augmenter mes notes. Donc, j'ai eu une mention d'excellence pour ces diplômes-là. Puis ensuite, je me dis, je vais appliquer à nouveau. Donc, deuxième application, selon toi, c'était quoi la réponse? Sûrement oui. Non. Non. Un deuxième refus. Toujours pas oui. Exactement. Donc là, je leur ai demandé... Malgré les notes, malgré c'est ça. Exact. Je leur ai demandé, mais pour quelle raison? Et ils m'ont dit, on prend les meilleurs étudiants locaux et internationaux. J'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire. J'ai vécu mon émotion et ensuite, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais faire un autre diplôme universitaire. Ça va remonter mes notes. Encore même chose. Puis on s'entend, je m'en vais à l'école à temps plein. Le soir, je m'en vais aussi au travail à temps plein. Puis je fais plus que 40 heures semaine. Puis là, j'ai remonté mes notes encore. Mention d'excellence. 3e fois. Appliquer à un programme universitaire en maîtrise, là, j'ai été acceptée. Wow. Mais par la suite... D'où la persévérance, là. Ah oui. Je me suis dit, écoute, l'ego, tout le monde a de l'ego, mais il faut le laisser à côté. Oui. Pour avancer vers les objectifs. Puis là, je m'étais dit, tu sais quoi? J'ai tellement appris sur le terrain que rendu dans ce programme universitaire-là, je n'apprenais plus. Ah, c'est ça. Donc, j'ai été une drop-out. J'ai lâché la maîtrise. J'ai continué à me former en ligne pour apprendre d'autres langages de programmation et à apprendre d'autres types de cours à l'université
pour finalement retourner en maîtrise, mais dans un programme complètement différent, donc qui était en ingénierie au niveau de génie industriel, vu que j'avais déjà tout le volet mathématiques, statistiques, programmation. Il y a beaucoup dans cette histoire-là. Il y a, comme tu le disais, de laisser tomber son ego, donc de ne pas le prendre personnel, puis de dire, OK, c'est pas grave, je ne l'ai pas réussi, je vais travailler d'autant plus fort, remonter mes notes, ainsi de suite, puis tu l'as fait 3 fois. Il y a aussi, des fois, on s'accroche à une idée Oui. De ce qu'on pense qu'on va aller chercher avec la maîtrise, dans ton cas. Puis finalement, ben, c'est pas ça, c'était peut-être autre chose. Puis peut-être que la vie essayait de t'amener vers autre chose depuis le début. C'est vraiment intéressant de se dire la résilience, la persévérance, puis ce qu'on apprend de soi là-dedans. T'as appris quoi de toi? En fait, je crois que tu l'as bien résumé en partie, c'est de dire, j'avais une idée qui était de rentrer dans une maîtrise, un programme universitaire que finalement, j'aurais pas autant appris vu mon expérience sur le terrain. Et puis de se dire, je continue à apprendre dans d'autres domaines qui sont connexes, m'a amené différentes cordes à mon arc. Mm-hmm. Donc, entre-temps, j'ai appris différents langages de programmation. Je me suis formée en gestion financière, en gestion de projet, en génie. J'ai suivi des cours auprès de l'Institut des administrateurs de société. J'ai participé à d'autres types de formations en ligne au niveau des biais algorithmiques. Donc, je crois que c'est... J'aime pas ça dire ça de cette manière-là, mais c'est comme la vie m'a parlé. Oui. T'as guidé, t'as amené ailleurs. Là. Ouais. Exactement, mais c'est aussi de rester en mouvement. Mm-hmm. Pour moi, c'est important de continuer et practice what you preach. Mm-hmm. Donc, si je partage à l'équipe de continuer à se former, il faut que je me forme aussi. C'est quoi ton plus grand défi de leader quand tu dis « si j'encourage mon équipe » ? Avec ton équipe, c'est quoi ton plus grand défi? Il y en a plusieurs. Je crois qu'être leader en 2025, c'est pas simple. C'est pas simple. Puis, la technologie avance tellement rapidement. Dans mon domaine, la vitesse, elle est effrénée. Donc, rester à jour, c'est difficile. Mm-hmm. Même pour toi, là. Ah oui. Tu sais, moi, je t'écoute, là, j'ai le double de ton âge ou à peu près, là, puis je me dis, OK, si elle trouve ça difficile, imagine moi, puis imagine d'autres qui nous écoutent, là. Oui. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'entourer. En tout cas, moi, je trouve que c'est important que je m'entoure de personnes plus intelligentes que moi. Ouais. Et puis, non seulement que je m'entoure de gens plus intelligents que moi, puis on a tous des domaines, mais aussi d'avoir des personnes différentes. Des personnes différentes, ça veut autant dire, mais des fois, c'est plus simple, des fois, c'est moins simple. Parce we don't agree, ce qui est tout à fait normal, mais c'est important de prendre le temps de communiquer. Puis, communiquer est un art. Donc, ce que je communique, les mots que j'utilise, comment la personne comprend, qu'est-ce qu'elle va faire par la suite, qu'est-ce que je vais faire par la suite, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, c'est compliqué dans un domaine, je trouve, qui est très technique. Mm-hmm. Donc, c'est important d'être super pointu dans notre domaine parce qu'on ne veut pas faire des erreurs et on ne veut pas amener des biais, même si les biais existent. C'est intéressant parce que ton exemple, je trouve qu'il est comme excellent par rapport à la conversation qu'on a eue depuis le début, qui est cette balance entre l'art d'être humain, la communication, entendre, comprendre, écouter, et la science... dans ce cas-ci, de l'intelligence artificielle, mais on pourrait appeler ça la science de d'autres types d'expertise. La science de données. La science de données, cette balance-là, même vous qui êtes dans ce domaine-là, ton équipe et toi, justement, les aspects humains, les aspects de leadership sont peut-être encore plus importants. En tout cas, le sont tout autant. Là. Oui. Selon la littérature, on dit que 80% des projets technologiques tombent à l'eau. Et ça, c'est à cause des humains. Donc, la gestion de changement, hyper importante. Respecter aussi le niveau de maturité de l'organisation. Même si on amène l'outil le plus smart, intelligent, nouveau qui existe, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Si on ne s'est pas assuré que les humains comprennent et que ça répond à un besoin. C'est quoi qu'il y a dans ton fil de recherche comme prochaine formation que tu vas suivre? Ou tu prends une pause, puis ça serait vraiment correct aussi? Des fois, je me dis et je me convainc moi-même que je vais prendre une pause, mais on ne dirait pas que c'est le cas.
Donc, sûrement, les prochaines vont porter par rapport au côté soit leadership, intelligence artificielle, peut-être le côté de la gouvernance, peut-être le côté droit technologique. Je sais pas encore. Tu sais pas encore. Mais si jamais c'est le leadership, tu sais où venir. Je te ferai toujours une place. Merci. Dans mes cohortes. Ça a été un plaisir, ravie de t'avoir, puis d'échanger avec toi, puis de voir l'humaine derrière, justement, l'intelligence artificielle, puis l'importance de garder cet aspect-là humain et de se dire, c'est un outil comme un autre, comment on l'utilise, comment on le potentialise, mais sans perdre son identité d'humain. Exact. Un outil très puissant, puis garder le côté humain. Merci de m'avoir reçu. Merci à toi, puis bon succès avec ton livre. J'ai hâte d'en avoir une copie. Merci beaucoup. Coder son destin. C'est clair. Merci. Cet épisode est rendu possible par le programme d'O2 Coaching One Team. Joignez le programme One Team pour créer une équipe cohésive qui garantit le succès collectif.